DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode du décrassage dans le DH Football Club. Casting du jour, bonjour, 4 à la suite. On n'est pas dans Question pour un champion, mais bien dans le décrassage. Je vous arrête tout de suite. Il a oublié ce que ça faisait, n'est-ce pas, Kevin Sauvage? Salut, Kevin. Puissance 4, c'est bien. Cet homme est revenu des cantons de l'Est sans rhume, mais avec 3 points et un gros pull parce qu'il a froid ce matin. Salut François. Salut Jonathan. Et le Sporting d'Anderlecht a-t-il transmis sa crise au Sporting Carolo? Vincent Bloire nous dira ça tout à l'heure. Salut Vincent. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et Kevin, on va se demander si le Standard a les armes pour viser le top 4. Je te laisse planter le décor après cette très jolie victoire contre Bruges. Mais les armes pour le top 8, ça c'est clair. Clair et net. Maintenant, après ce mercato qui... On peut s'avancer tout doucement en disant qu'il est réussi, parce que ce qu'on a vu de Zinkernagel, pour ne citer que lui, aussi bien à Saint-Tron lors de sa montée au jeu que hier face à Bruges, voilà, il faut être aveugle pour pas voir que le garçon il a quelque chose en plus. Les autres apportent à chaque fois, dès qu'ils montent, quelque chose aussi en plus, donc il y a de la plus-value, il y a beaucoup plus de choix, il y a plus de concurrence, et ça hausse le niveau de tout le monde. J'en veux pour preuve le 11 de base hier. Il n'y a qu'un seul joueur qui n'était pas là la saison dernière, Zinkernagel. Sinon, c'est les mêmes joueurs. Ceux que certains affublaient du doux qualificatif de chèvre la saison dernière. Je parle des supporters. Non, mais c'est vrai. Ce sont les mêmes. Donc, c'est les mêmes qui se faisaient marcher dessus par Saint-Tron, par Courtrai, et j'en passe, et des meilleurs, qui aujourd'hui ont réussi à mettre le club brugeois sous l'éteignoir d'une façon assez impressionnante, on va dire ça comme ça. Donc le top 4, c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler. Les équipes qui le constituent pour le moment sont quand même très très fortes. On verra si Louvain sait tenir la cadence, mais en tout cas au Standard, on n'a pas envie de parler de top 4. L'objectif, c'est clair, c'est le top 8, c'est de jouer les playoffs cette saison. On m'a dit évidemment en interne, la saison sera réussie si on y arrive. Si cette dynamique se poursuit, si ces joueurs continuent à être performants, à hausser leur niveau de jeu, parce que Ronny Deila me disait vendredi en conférence de presse, je suis content parce que je vois vraiment à tous les niveaux que le niveau justement augmente. Et le match de dimanche l'a pas fait mentir. Alors le Standard, oui, sera un candidat. Maintenant, voilà, il y a un mois d'octobre très très chargé pour les Liégeois. Si je me trompe, il y a Charleroi, je pense qu'il y a le Classico aussi. Donc là aussi, ce sera révélateur. Mais on attendait le Standard hier. C'était le gros test de ce début de saison. Il l'a passé plus que haut la main. Alors on pourra revenir en disant que Bruges était fatigué de son déplacement européen, ce qui est une certitude aussi, parce que Karl Hufkens avait sciemment décidé de n'opérer qu'un seul changement par rapport à l'équipe qui a balayé Porto en Ligue des Champions. Il y a eu un retour compliqué pour les Brugeois aussi, mais avec la profondeur d'effectifs de Bruges, c'est pas une excuse. D'ailleurs, ils ne sont pas servis, les Brugeois, et ils ont d'ailleurs vanté les mérites aussi du Standard, aussi bien sur le terrain qu'en tribune. Tout était réuni pour passer une soirée très très agréable, et ça a été le cas pour les supporters du Standard. Vincent, était impressionné ce Standard? Le tifo, oui. On va commencer par là, oui. Le Standard m'a impressionné, ce serait un peu un grand mot, mais on voit qu'il est en progrès. Et comme disait Kevin, c'est vrai que c'est finalement le même 10 des 11 joueurs qui ont commencé. Ah, 9,5, on voit Balikoucha derrière toi qui l'année dernière n'était pas utilisé. Était là, donc non, impressionné peut-être pas. Moi je pense qu'il faut autant, là, il y a 15 jours on pouvait dire il sort de la crise tout doucement, ok. Ici ça demande encore confirmation, et je te rejoins aussi Kevin par rapport à Bruges. C'était pas un grand Bruges, surtout peut-être mentalement, parce que le switch entre la Ligue des Champions et le championnat, on sait que surtout quand on gagne comme ça 4-0 à Porto, il faut un peu redescendre les pieds sur terre, et je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que Bruges a failli. Mais non, moi j'attendrais quand même confirmation du Standard, même si les progrès sont évidents, je trouve, depuis que Della est là, et surtout depuis que la fin du mercato a sonné. François? On en parlait la semaine dernière, avec le Standard, tout est possible. On se posait la question, est-ce qu'ils peuvent battre Bruges? Je pense qu'on était plusieurs à dire oui. Mais je pense pas qu'on s'attendait à une victoire pareille. Pour revenir à ta question de base, est-ce qu'ils peuvent viser le top 4 ? Moi, je pense qu'un des éléments positifs pour le Standard, c'est qu'ils jouent pas l'Europe, alors que des clubs comme l'Union, la Gantoise, Anderlecht, ils vont avoir des matchs européens.
Et c'est de la fatigue, qu'on le veuille ou non. Ici, encore une fois, comme Kevin le disait, pour Bruges, c'est pas une excuse parce qu'ils ont quasiment 2 équipes dans leur noyau. Mais pour des équipes comme l'Union, comme Anderlecht ou comme la Gantoise, ils vont perdre des points et voilà. Et le Standard aura moins de fatigue. Et c'est peut-être sur cet élément-là que ça peut jouer. Kevin, forcément, ce matin, on parle beaucoup de Zinkernagel. Ça a été le monsieur plus avec ses 2 buts et cette justesse technique de tous les instants. C'était vraiment impressionnant. Surtout, peut-être encore plus le 2e but que le premier, vu qu'il est à l'origine du coup franc, qu'il joue très rapidement et se retrouve à la conclusion 60 mètres plus loin. Oui, c'est une phase anodine, ce coup franc joué rapidement, mais ça veut tout dire de l'expérience du garçon. On pourrait temporiser. Non, il a vu qu'il y avait un espace. Tout de suite, ça joue vers l'avant. Et je crois que le mérite aussi en revient à Ronny Deila. Je reviendrai à Zinkernagel juste après. Mais en début de match, quand on reçoit la composition d'équipe, on se dit OK. Oui, il y a une vraie incertitude parce que quand on la voit, on se dit comment ils vont jouer finalement. On ne sait pas comment ils vont jouer. On se dit OK, ils vont jouer à 3 avec De Waal, Bocadi et Dussen. C'est quand même risqué. Hein. Et puis on voit Chimirot qui joue arrière central, gauche. Là on se dit je vous avoue qu'avec Fred Bleuze on a cherché pendant 10-15 minutes la cohérence, puis on l'a vite trouvée. Finalement elle se trouvait plus haut en ce sens que les 4 offensifs derrière Dragus, donc il y avait les 3 Zinkernagel, Balikwisha et Amala, et Donum dans une moindre mesure. Ça combinait tout le temps dans les petits espaces et c'était le but, c'était de jouer dans les petits espaces vers l'avant. Et la première occasion, elle arrive comme ça et les deux buts finalement arrivent comme ça parce que Balikwisha, Amala, Zinkernagel, ça se trouve facilement, c'est techniquement très fort. Donc c'était très osé de la part de Ronny Deila de jouer comme ça face à Bruges, parce qu'on va pas se mentir, en début de match, Chimirot, il a mis 10 minutes à se trouver, et si Scovolson est un petit peu mieux dans ses baskets, il y a 2-3 centres qui arrivent, et ça peut être très dangereux. Mais le plan de jeu était clair, et tout le monde s'y est tenu, et alors Zinkernagel, oui, il apporte une qualité technique au-dessus de la moyenne. On l'avait déjà vu à Saint-Tron quand il est monté, on s'était dit, waouh, il y a quelque chose en plus. Et au-delà de ses qualités techniques, frappe, pied gauche, pied droit, rapidité d'exécution, je mettrais aussi en exergue son travail en paire de balles, à l'instar d'un Amala aussi qui a fait un sprint de 50 mètres pour aller chercher Nielsen. Mais voilà, c'est aussi, comme il a dit, c'est un leader, Zinkernagel, c'est un leader dont on avait besoin. C'est un leader par l'exemple et apparemment dans le vestiaire aussi. Et je discutais avec quelqu'un du club ce matin sur la route, c'est quelqu'un de très intelligent aussi. Et voilà, ça se voit dans son jeu. Il est assez humble aussi. Et effectivement, comme tu le dis, son 2e but, bien aidé aussi par la défense brugeoise qui était totalement à la ramasse sur cette action-là. Mais voilà, il a les qualités que les supporters du Standard apprécient et qu'on ne voyait finalement qu'en Selim Amala la saison dernière. Et c'est pour ça aussi que Selim Amala est aussi performant cette saison, c'est qu'il a d'autres joueurs autour de lui. Kevin le disait, c'est vrai qu'il y a cette erreur de Silla quand même qui devient très nerveux. On sent qu'il a un gros potentiel, mais c'est vrai qu'en termes de sérénité, un Boyata pourrait peut-être apporter un peu plus à Bruges. Kevin parlait aussi de Chimirot. Juste une parenthèse pour Donum, qu'on a beaucoup critiqué quand même depuis son arrivée, qui a été remarquable. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé hier, mais finalement il était plus défenseur que ailier dans ce fameux rôle de wingback. Vincent, François, je me tourne vers vous pour Zinkernagel. On a l'impression que ça peut être ce monsieur plus aussi du Standard. Oui, l'élément peut-être qu'on n'attendait pas, ou en tout cas pas si vite, si performant. Maintenant, ça demande encore confirmation. Mais moi, ce que je trouve bien dans ce Standard-là, malgré tous les profils offensifs alignés, c'est qu'ils n'ont quasiment rien concédé. Je pense que Bruges a 1 ou 2 tirs cadrés. 85e minute, la première frappe cadrée. Donc ça veut dire aussi beaucoup de l'implication de ces joueurs-là qui ne pensent pas qu'à eux, qui ne pensent pas qu'à aller vers l'avant, mais il y a aussi ce travail défensif comme le soulignait Kevin. Et oui, pour Zinkernagel, je pense qu'il peut être le petit supplément dont le Standard avait besoin, oui. Et François ? Et ce travail défensif, je pense que c'est pas que contre Bruges. Je pense qu'ils ont encaissé un seul but sur les 4 derniers matchs, voilà. Ce qui montre quand même que c'est pas juste ok, c'est Bruges et on va tout donner. C'est je pense en termes de mentalité, on voit qu'il y a quelque chose. Et pour ce joueur, ça demande confirmation parce qu'on en a vu des joueurs qui après une titularisation incroyable, ne sont plus là. Par contre, ici, on voit vraiment qu'il y a du talent et qu'il y a de la qualité. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça soit, comme tu dis, le monsieur plus de ce Standard. On dira merci juste pour finir sur lui à l'ex-coach maintenant de l'Olympiakos, parce que c'est un feuilleton extraordinaire là-bas. Il faut savoir que Zinkernagel a été acheté par l'Olympiakos au mois de juillet, 2 millions d'euros. Et 3 semaines plus tard, un changement de coach. Un nouveau coach espagnol arrive, dont le nom m'échappe, j'essayais de le retrouver.
lui dit tu rentres pas dans mes plans, faut que tu partes. Il est parti. Il est au Standard, il fait les beaux jours du Standard et le coach de l'Olympiakos a été viré hier. Donc voilà, comme quoi en football tout va vite. L'ironie du football. Je le précise quand même, prêt sans option d'achat. Donc déjà pour calmer un petit peu tout le monde. Si Zinkernagel c'est le monsieur plus du Standard, il y en a un autre en ce moment du côté de l'Union qui a fait une très très belle semaine. Et cet homme, François, c'est Victor Boniface. Avec l'accent, c'est comme ça qu'il faut le dire, il paraît. C'est comme ça, on l'appelle Boni, c'est plus simple, comme voilà. Ça on n'a pas d'erreur. Et on va se poser la question de savoir, est-ce que Boni est plus fort que Undav après une semaine où il a marqué 2 buts décisifs, 2 buts synonymes de victoire en Coupe d'Europe et en championnat ce dimanche? C'est une bonne question. Je te remercie. Disons que c'est difficile de les comparer parce qu'ils n'ont pas exactement le même profil. Et puis, ils n'arrivent pas non plus à l'Union avec la même expérience. Boniface est quand même plus jeune. Il arrive beaucoup plus jeune à l'Union que Undav. Et il s'intègre plus vite, finalement, parce que Undav, en D2, quand il est arrivé sa première saison, il a eu énormément de difficultés. Il y a eu peut-être 3, 4, 5 mois d'adaptation. Ici, on voit directement qu'il est dedans et qu'il a clairement des qualités pour s'imposer comme l'un des meilleurs attaquants de Belgique, hein, on peut le dire comme ça, je pense. Mais du coup, entre les deux, voilà, il y a quand même ce côté tueur chez Boniface que Undav avait aussi. Après, je pense pas que Boniface va être un aussi bon buteur dans le sens où je le vois pas être aussi décisif que Undav. Quand on voit la saison qu'a faite Undav la saison dernière et même en D1B, après c'est quelques mois d'adaptation, il avait des stats incroyables. Je pense pas que Boniface aura les mêmes statistiques qu'Undav. On a l'impression aussi que dans son parcours, s'il n'avait pas eu sa grave blessure, il ne serait pas forcément à devoir passer par la Belgique après être venu de Norvège, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Vincent, tu valides aussi ce que dit François dans le sens où il a le potentiel pour s'imposer comme l'une des références en Belgique. Oui, le potentiel. Et tout comme le dernier attaquant nigérian qui s'appelait Victor, qui est arrivé après quelques soucis physiques. On a vu ce que ça a donné avec Osimhen. Non, plus sérieusement, oui, je crois qu'il a une palette de qualités qui est très intéressante pour l'Union. Et alors, tu vas peut-être me confirmer ça, mais aussi dans son attitude, je trouve qu'il est... c'est quelqu'un qui va peut-être pas avoir les mêmes stats de fait qu'Undav, mais qui va aider aussi l'équipe autrement. Et ça, c'est évidemment hyper important dans un collectif, surtout qui joue la Coupe d'Europe, et donc il y aura beaucoup de matchs pour se mettre en valeur. C'est vrai qu'il est précieux aussi défensivement, parce qu'avec son gabarit, il approche le 1m90. Il est aussi très utile dans le jeu aérien défensif. Ouais. Dans le jeu aérien défensif et peut-être un peu moins dans le jeu défensif que l'était par exemple Undav qui faisait énormément d'efforts c'est ça. Et donc maintenant moi je pense que l'élément central, Boniface est en forme. Maintenant il faut trouver qui mettre à côté de lui, parce que avec Van Zer, on a vu que ça ne fonctionnait pas nécessairement bien. Adingra, c'est pas sa position de base. Sa position de base, c'est le flanc gauche. Mais du coup, voilà, il prend des minutes ici en tant que deuxième attaquant. Ayensa est peut-être blessé pour un petit moment. Nilsson a un profil qui n'est pas vraiment. Ils sont pas hyper complémentaires. Voilà, c'est ça, pas hyper complémentaire avec lui. Donc Boniface, c'est très bien, mais maintenant, voilà, à voir qui on ajoute à ses côtés pour vraiment avoir un vrai duo d'attaque comme on en avait un la saison dernière. C'est vrai qu'Adingra marque pas souvent, mais quand il marque, il le fait avec beaucoup de style. Ça faut quand même lui laisser. Kevin, tu associerais qui, toi, à Boniface? Déjà, le fait que François dise maintenant la question est de savoir qui on va mettre à côté de Boniface, ça dit tout. Le garçon vient à peine d'arriver, on se dit ouais, Van Zer ça marche pas. On parle quand même de Van Zer, de meilleur attaquant de la saison dernière, donc ça en dit long sur le profil de Boniface. Il faut trouver la bonne doublette. Si besoin de doublette il y a vraiment, est-ce qu'il peut pas jouer seul en pointe aussi? C'est quand même un point de fixation devant, tu le disais, avec son mètre 90, 89, je viendrai vérifier. C'est un joueur assez complet. Et je trouve aussi qu'on a de la chance dans notre championnat cette saison. On a quand même pas mal de très bons attaquants. C'est vrai. Jutla, Fabio Silva, Boniface. La lutte va être sympa et c'est beau à voir des joueurs comme ça. Et encore une fois, on en a parlé il y a plusieurs semaines. Cette bonne pioche de l'Union d'avoir été chercher un joueur comme ça. Franchement, chapeau aux recruteurs de l'Union. Et voilà, pour savoir qui mettre à côté de lui, je crois que Karel Gerhardt va avoir pléthore de matchs pour trouver la bonne formule. Et c'est un joueur
plus qu'à suivre cette saison, ça c'est certain. C'est vrai qu'il y a des buteurs qui marquent à l'Union. Il y a même des buteurs qui marquent maintenant à Charleroi. Charleroi, on y vient tout de suite. En se demandant, Vincent, que doit faire Edouard Steele, parce que quand on regarde les chiffres, ils sont un peu inquiétants. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, 10 buts encaissés sur la période. Et quand je parlais des attaquants qui marquaient, alléluia, Badji a marqué. Ça faisait très longtemps qu'il a fait 560 jours pour son dernier but en équipe première. Il avait marqué une fois avec Brest, mais c'est avec la Nationale 3. Donc voilà, ça vous situe un petit peu l'attente. Un beau but d'ailleurs de la tête là, que Bolat n'a pas su aller chercher, et un but dont on pensait qu'il allait plutôt permettre à Charleroi de gagner 3-2 plutôt que de perdre 2-3. Et dans la minute qui suit, il y a encore une erreur défensive, déconcentration. Il faut faire la faute bien avant aussi pour empêcher ce contre. Et finalement, patatras, tout s'écroule. Nouvelle défaite avec 3 buts encaissés, comme la semaine dernière à OHL. Comme déjà contre Bruges aussi. Hein. Et contre Bruges. Oui, la semaine dernière, déjà, quand on marque 2 buts à OHL, normalement, on peut pas revenir avec 0 points. Ici, marquer 2 buts à domicile contre Westerlo, qui est une équipe modeste, ou entre guillemets, pour le milieu de classement de D1A. On peut pas ne pas prendre 2 points. C'est ça, s'il faut marquer 4 fois pour s'imposer lors de chaque rencontre, ça risque d'être compliqué. Surtout son attaquant. François, quel levier doit finalement activer Edouard Steele ? Pour l'instant, il n'est pas menacé, j'insiste quand même là-dessus, mais on sent quand même qu'il y a de la tension. Il y avait aussi déjà de la tension en fin de saison dernière autour de lui. Il y a de la tension, on ne parle pas de crise, mais c'est toujours symptomatique à Charleroi quand Mehdi Bayad va face à la presse. J'ai vu qu'il a donné une interview, ça veut dire toujours quelque chose. Ici, j'ai l'impression que, Vincent va peut-être me contredire, mais que les leaders ne sont pas non plus totalement au niveau. Et alors, j'ai l'impression qu'avant, Charleroi n'y arrivait pas contre les petits et pouvait sortir des grosses performances contre les grands. Puis ensuite, la saison dernière, c'était peut-être un peu le contraire. Et ici, on retombe un peu dans une histoire où voilà, face à des équipes comme Westerlo, ils y arrivent pas. Et puis peut-être que dans le mois d'octobre, ils vont réussir une grosse performance contre le Standard. Ils en sont capables parce que voilà, il y a du talent quand on voit les joueurs. Il y a clairement du talent, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un petit problème de mentalité chez certains joueurs, et ça se voit sur des rencontres comme ça contre Westerlo. En fait, c'est un effectif qui est pour l'instant en grand manque de confiance. Ça part du gardien avec Kofi qui, par rapport à la saison dernière, c'est plus le même. Il fait quand même encore quelques erreurs. Défensivement, Edouard Steele cherche la bonne formule entre ses défenseurs. Bagger est arrivé, mais il a joué parce que Knežević était blessé, mais c'était pas folichon. Meilleure preuve, c'est que Kayembe a joué plusieurs fois à gauche du trio défensif, avec un certain succès. Ça, il faut quand même lui laisser. Mais donc ça veut dire qu'il cherche encore cette meilleure formule. Mais est-ce qu'il pourrait la changer justement, cette défense ? Parce que pour l'instant, c'est la mode de la défense à 3, donc quasiment tout le monde est passé au plan 3. On n'a pas forcément l'impression que l'effectif est construit pour jouer à 4 derrière. Non, c'est le problème. Kayembe pourrait jouer bas gauche, il a déjà mais à droite, ça va un peu coincer avec éventuellement Tchatchoua, mais ça serait une sorte de bricolage parce que c'est pas leur poste de prédilection. Donc non, pour l'instant, je vois pas Steele changer son système, non. Mais en tout cas, il doit trouver la bonne formule, tout comme il doit la trouver offensivement. C'est peut-être un message un peu indirect envoyé à Mehdi Bayad parce que il aligne depuis 2-3 matchs aucun attaquant, aucun de métier. Hein. Oui, voilà. Badji, pas. Enfin là, il est monté, il a marqué, tant mieux pour lui, mais il commence plus les matchs. Ben Boili non plus. Et d'après ce que je sais, il s'entraîne pas non plus toujours très très bien. Et Descott, il le fait monter maintenant à gauche et pas en 9. Donc, est-ce que c'est un message aussi à la direction en disant voilà, je fais avec ce que j'ai à disposition? Peut-être. En tout cas, quand on regarde le calendrier de Charleroi, bon courage. À Anderlecht, contre le Standard, à Saint-Tron, c'est peut-être le salut d'Edouard Steele, c'est que c'est des gros matchs et que voilà, ils vont peut-être se sublimer et retrouver de l'entrain, mais on sent vraiment un coach en manque de solutions, qui tâtonne, qui cherche. Et j'ose espérer que c'est pas, comme tu le dis, un message à sa direction, parce qu'on est quand même mi-septembre déjà, bientôt, enfin non, fin septembre, hein, on arrive à la trêve internationale. Et Charleroi doit prendre des points, 12 points, là, il nous avait plus habitués à ça. Et comme tu le dis, surtout, il y a des joueurs qui étaient des
des piliers la saison dernière. Quand on voit comment Kofi est passé à travers à OHL, c'est assez impressionnant. Donc c'est symptomatique des cadres qui passent à travers. Ça montre bien qu'il y a un malaise quelque part. J'ose espérer que la trêve internationale fera du bien à Charleroi. Est-ce qu'il ne fallait pas justement les renouveler, ces cadres? Parce qu'on a beaucoup parlé de départ pour Marco Ilamaitra ou pour Zorgan aussi, qui étaient courtisés. On a l'impression qu'ils sont peut-être aussi un peu restés sans en avoir vraiment l'envie. Profonde en tout cas. Ouais, après il faut qu'il y ait des offres, mais c'est un peu toujours l'équilibre entre la stabilité et le renouvellement. Ici, Mehdi Bayat se félicite souvent justement d'avoir cette stabilité-là. Le grand ménage, ménage entre guillemets, il a été fait lorsque Steele est arrivé. Il y a eu, je pense, 18 ou 19 départs en tout. L'effectif a été réduit en nombre. Mais c'est vrai que les cadres, Morioka n'est plus le leader aussi qu'il était techniquement, pas en termes de charisme dans le vestiaire, mais techniquement. Marco Ilamaitra, on a vu ces 2-3 dernières semaines aussi, des attitudes parfois, c'est le non-verbal, c'est les bras qui se baissent, c'est râler un petit peu sur un adversaire, sur un coéquipier, c'est ce genre de choses. Ouais, même un Kayembe aussi. Kayembe aussi, Mbenza aussi était furax de sortir samedi soir. Knežević, il revient pas sur une jambe parce qu'il dit qu'il est à 100%, on dirait pas, mais voilà. Donc c'est vrai que tous ces cadres-là doivent vraiment retrouver le rôle, et Charleroi doit retrouver un peu de sérénité. Je pense que c'est pas pour rien non plus qu'Edouard Thiel a organisé un team building il y a une dizaine de jours. C'est pour essayer de retrouver cette sérénité, cette cohésion d'équipe. Ouais, il faudra en tout cas un sursaut pour que le Sporting de Charleroi inverse la tendance. On suivra ça très vite dans un nouvel épisode du DH Football Club. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on parlera des Diables, forcément après une semaine internationale à 2 matchs contre le Pays de Galles et aux Pays-Bas, clôture de la Nations League. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. DH Football Club. Le décrassage.